On va parler de fondamentaux, si c'est des notions que vous connaissez ou pas, mais de toute façon on va les définir au fil de l'eau. On va parler de l'élection récente de Donald Trump et les conséquences que ça va avoir sur le monde de l'énergie. Et on va finir par parler du projet de loi finance 2025. On en parle beaucoup en ce moment dans les médias. Parfois pas de la très bonne manière, ou en tout cas on n'insiste pas sur ce que concrètement ça aura comme impact pour les entreprises. Donc on va essayer de décortiquer tout ça. Pour démarrer rapidement EnergyDev, on est un cabinet de conseil, on est basé à Strasbourg. On accompagne les entreprises de toute taille, de tous les secteurs, TPE, PME, industriels, collectivités, tertiaires, sur tout ce qui est tous les sujets énergie et carbone. On est aujourd'hui une dizaine d'ingénieurs, comme je le disais, basés à Strasbourg. Ça fait 15 ans qu'EnergyDev existe, et 15 ans donc qu'on se met au service des professionnels pour améliorer leur performance financière, puisque c'est le nerf de la guerre, en passant par des économies, des optimisations énergétiques et des plans de sobriété carbone. Aujourd'hui, le carbone, le CO2, c'est un sujet dont on parle beaucoup, qui a de plus en plus d'importance dans les politiques des entreprises. Et donc, sur ces trois sujets que sont les euros, les mégawattheures et le CO2, on va pouvoir intervenir et accompagner les entreprises. Ce qui est important, c'est qu'on a Allô, oui. On est indépendant des installateurs, de tout installateur. On n'a rien à vous vendre, pas de panneaux photovoltaïques, pas de chaudière à vous vendre. On n'est pas fournisseur d'énergie non plus. On n'a aucun intérêt à vous faire signer chez un fournisseur plutôt qu'un autre. L'idée, c'est vraiment qu'on travaille en confiance avec les entreprises pour améliorer toujours leur compétitivité. On est appuyé par plusieurs institutionnels, la CCI, la CPME pour ne citer qu'elles, qui voient que notre travail a du sens et rend service aux entreprises de la région. Alors on a quelques références dont on est fier, comme j'ai dit, principalement des entreprises du Grand Est, alsaciennes, comme on est basé à Strasbourg surtout. Comme dit, tous les secteurs, il n'y a pas de secteur privilégié, les industriels, l'industrie pharmaceutique, l'industrie agroalimentaire, des hôtels, des restaurants, on accompagne vraiment tout le monde parce que vous ayez des factures ou des consommations qui se chiffrent en milliers ou en millions, c'est forcément un enjeu pour tout le monde, l'énergie. Je suis passé assez rapidement, comme dit, si vous voulez avoir plus d'informations sur EnergyDev, on a le stand juste à côté, donc n'hésitez pas à venir nous voir, on sera à votre disposition. On va rentrer dans le vif du sujet. Donc les évolutions, on va commencer par les évolutions récentes sur les marchés de l'énergie. Alors je ne sais pas si vous le savez, mais l'électricité comme le gaz sont des énergies qui s'échangent sur le marché. Le plus souvent on connaît le marché du pétrole, le fameux prix du baril. Mais l'électricité et le gaz aussi font l'objet de marché. Et ce que vous avez ici là sous les yeux, c'est le prix du gaz que vous achetez pour votre entreprise, mais aussi à titre particulier, vous achetez chez vous. Le gaz que vous achetez, il est échangé en permanence. D'ailleurs, là actuellement, on s'échange des volumes de gaz en direct sur un marché. Et là, vous avez l'évolution du prix du gaz français pour les prochaines échéances. En blanc, donc le prix du gaz pour 2025, en bleu clair pour 2026 et en bleu plus foncé pour 2027. Ce qu'on voit, on a beaucoup parlé, je ne vais pas y revenir, vous avez un historique de prix, c'est le prix depuis le début de cette année. On a beaucoup parlé, à raison, ces dernières années, de la crise énergétique qui a frappé l'Europe et en particulier la France depuis fin 2021 et courant 2022. On est aujourd'hui vraiment plus du tout dans la même configuration de marché. On a des prix qui ont vraiment bien baissé alors qu'ils ne sont pas encore revenus au niveau d'avant-crise. Ça, on y reviendra très certainement plus. Mais on est quand même à des niveaux qui sont beaucoup plus acceptables pour les entreprises. L'idée de cette conférence aujourd'hui, c'est de vous montrer comment les actualités d'aujourd'hui vont avoir un impact sur la stratégie que vous allez pouvoir mettre en place dans votre entreprise. Puisqu'on commence déjà à le voir, on a eu des prix qui étaient vraiment très intéressants au début de cette année. C'est-à-dire que les entreprises qui devaient signer un contrat de gaz vers fin février, qui ont demandé aux fournisseurs des offres à ce moment-là, ont eu les prix les plus intéressants sur cette année. Puisque vous pouviez acheter du gaz pour 2025 en dessous des 30 € du mégawattheure fin d'année, début d'année pardon, alors qu'aujourd'hui on a pour 2025 plutôt un prix autour des 40. Donc vous voyez qu'en fonction de quand on a une opportunité, de quand on a besoin de contractualiser et à quel moment on a été conseillé de le faire, on peut avoir un prix du gaz sur l'année prochaine quand même significativement différent. 10 € du mégawattheure
pour un très gros industriel, on parle de millions d'euros, pour un restaurateur de milliers d'euros, mais dans tous les cas, ça fait quand même une différence à la fin de l'année. Donc actuellement, on est vraiment dans une phase plutôt haussière au niveau des prix, notamment sur l'année 2025, puisque l'année 2025 étant l'échéance la plus proche, c'est celle où il y a le plus d'inquiétude. Quand aujourd'hui on parle de tensions au Proche-Orient, quand on parle de guerre en Ukraine et de problèmes d'approvisionnement en gaz russe, c'est principalement sur l'année 2025 que ça va avoir un impact. Ce qu'on voit, c'est que 2026-2027, même s'ils ont aussi augmenté, restent pour le moment quand même à des prix un peu plus intéressants. Mais clairement, aujourd'hui, la dynamique est vraiment haussière sur la partie gaz. Si vous avez des contrats à signer, il faut vraiment se poser la question assez rapidement. Sur la partie électricité, vous avez exactement le même graphique. Donc le prix en blanc pour 2025, en bleu clair 2026, bleu plus foncé 2027. La dynamique est un petit peu différente. On a un prix qui s'est vraiment cherché toute l'année, avec une forte volatilité sur le marché. En début d'année, un prix beaucoup plus élevé quand même, hein. On a quand même une tendance de fond un petit peu baissière et on a aujourd'hui des contrats d'électricité qui se signent à des prix plutôt intéressants. Exactement comme sur le gaz, l'électricité, on n'est plus du tout dans la même dynamique de marché que ce qu'on avait eu en 2020, fin 2021, 2022, vraiment au plus fort de la crise. On n'est plus du tout à ce niveau de prix là. On a bien baissé, on n'est pas encore à nouveau, hein, comme sur le gaz, pas du tout au niveau d'avant-crise, hein, la question elle n'est pas là. Mais on est quand même à des prix plus intéressants et les consommateurs professionnels, quelle que soit leur consommation, ont et commencent à nouveau à avoir des prix plutôt intéressants, pas du tout compétitifs par rapport à ce qui peut se faire, hein, aux États-Unis par exemple, où on a un prix de l'électricité beaucoup plus bas et un prix du gaz qui est même pas comparable. Mais par rapport à nos voisins européens, la France redevient plutôt intéressant sur ces deux énergies-là. Très bonne question. Alors sur les États-Unis, l'électricité, comme dit, la différence n'est pas si importante dans le sens où aux États-Unis on est autour de 50 € du mégawattheure sur l'électricité. Sur le gaz, on est aujourd'hui chez nous, hein, alors je dis chez nous, ça c'est le prix français, mais en Europe on est à peu près dans ces zones de prix là. Le gaz américain est en dessous de 10 $ le mégawattheure. Donc sur le gaz on est quand même 4 fois, 5 fois plus cher. Aussi pour ça, hein, que les industriels allemands délocalisent en masse, hein, notamment l'industrie chimique aux États-Unis en ce moment. Parce que l'Asie est à peu près sur les mêmes prix que nous, hein. L'Europe et l'Asie sont deux marchés qui se concurrencent fortement sur le gaz. C'est pour ça qu'on entend souvent la concurrence chinoise sur le GNL notamment, hein, le gaz naturel liquéfié. Mais donc on est, oui, significativement plus cher sur le gaz et un peu plus compétitif sur l'électricité. Comme dit sur l'électricité, même principe que sur le gaz, on est plutôt sur une tendance haussière, hein, depuis quelques jours, quelques semaines. L'idée c'est d'essayer de comprendre là, au fur et à mesure de cette conférence, pourquoi aujourd'hui on est plutôt dans une tendance haussière, pourquoi les meilleures opportunités sont peut-être derrière nous et que sur les prochains mois, voire peut-être prochaines années, on aura plutôt un prix de l'énergie à nouveau en augmentation. Espérons qu'on n'atteindra pas, hein, les sommets qu'on a atteints pendant la crise, mais quand même plutôt une dynamique haussière. Alors, première chose qui impacte, hein, ces prix et qui l'impactent directement et de la manière la plus forte possible sont les tensions géopolitiques en cours. Il y en a deux, hein, aujourd'hui, je pense que je vous apprends rien. L'idée c'est d'essayer de comprendre un petit peu pourquoi les tensions qu'on voit aujourd'hui au Proche-Orient. Dans un deuxième temps on va parler de l'Ukraine, mais en quoi ces tensions-là ont un impact direct sur les marchés européens et marchés français. On peut se dire, hein, au Proche-Orient, le conflit est assez loin de nous. On ne dépend pas directement de cette région-là en gaz, pétrole ou en électricité, et pourtant on voit quand même que l'évolution actuelle des prix montre que ça a un impact chez nous. Alors le 26 octobre dernier, hein, Israël a riposté contre l'Iran en ciblant plusieurs parties du pays. Ce qui est à noter, c'est que sur cette riposte, Israël a volontairement épargné les cibles énergétiques, c'est-à-dire raffineries pétrolières et terminaux gaziers en Iran. S'ils avaient ciblé ces zones-là, on aurait eu un impact beaucoup plus important sur les marchés. Pourquoi donc je se pose la question, pourquoi l'Iran s'y intéresse autant. Comme dit, hein, l'Iran n'est pas directement un de nos pays qui nous envoie du gaz et encore moins de l'électricité, on est plutôt souverain là-dessus. Mais l'Iran a quand même une place importante dans le paysage énergétique mondial. L'Iran aujourd'hui, quand on regarde les réserves prouvées, parle bien de réserves, hein, ça ne veut pas dire qu'on va les forer, on va aller chercher toutes ces réserves, mais que ces réserves existent dans le pays. Aujourd'hui, l'Iran c'est le deuxième pays avec le plus de réserves au niveau gazier et le troisième pays au niveau du pétrole. Donc c'est un pays qui, dans son sous-sol, a énormément de matières fossiles
les matières fossiles, hein, je vous apprends rien, sont des matières qui se financent très bien. On le voit avec les pays notamment du Golfe. Et si on regarde en termes de production, comme je l'ai dit, les réserves, si ça se trouve, on n'ira jamais chercher ces réserves-là, mais au niveau de la production, l'Iran c'est le 9e pays à l'échelle mondiale de producteurs de pétrole. Donc c'est quand même un pays qui a un impact. Si aujourd'hui, si demain vous coupez complètement ce qu'envoie l'Iran à plusieurs pays, on va le voir, ça a un impact directement sur les marchés économiques et par ricochet sur les marchés énergétiques. Alors, vous avez ici là en rouge une carte des pays voisins de l'Iran. 50% de sa production est consommée dans le pays et 50% de sa production est exportée. L'Iran ne peut pas exporter chez beaucoup de pays pour la simple et bonne raison que le pays est sous sanctions américaines. Donc quand vous achetez du gaz ou du pétrole d'Iran, vous payez plus cher parce que vous payez aussi des sanctions américaines. Aujourd'hui, il n'y a qu'un seul gros pays qui utilise et achemine beaucoup de ce fossile iranien, c'est la Chine. 90% de ce qui est exporté d'Iran va en Chine et ça représente quand même l'Iran 10 à 15% du pétrole importé. Les besoins en Chine en pétrole, là on parle en pourcentage, mais si on parle en volume, c'est considérable. La Chine, c'est le premier consommateur à l'échelle mondiale de fossiles. Quand on dit 10%, on parle vraiment d'une quantité immense. Et si demain on a des cibles, les raffineries pétrolières et les cibles énergétiques iraniennes qui sont touchées, ça veut dire que on ampute la Chine de 10 à 15% de l'énergie qu'elle importe. L'énergie aujourd'hui, la Chine est aujourd'hui pas en très bonne santé économique. Ils n'arrivent pas à repartir après le Covid. Ils mettent en place des politiques, mais ça marche pas forcément. Et donc, si du jour au lendemain on enlève encore en plus ces importations, la Chine va être encore dans une situation encore plus problématique et ça va avoir un impact direct sur les marchés économiques. C'est donc pour ça qu'aujourd'hui la guerre au Proche-Orient impacte autant les marchés. Ailleurs, il y a aussi la situation géopolitique de la position géographique de la zone. On est sur une autoroute pétrolière, il y a beaucoup de fossiles qui passent par la mer, notamment la mer Rouge, mais il y a aussi cet impact et cette situation où la Chine importe massivement de l'énergie iranienne. Le deuxième aujourd'hui conflit, clairement qui a un impact sur les marchés de l'énergie, c'est le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Pour la simple et bonne raison que ces derniers jours, on a un amas de troupes et de plus en plus de stratégies, en tout cas d'opérations militaires dans la zone de Koursk. On en entend beaucoup parler dans les médias. Aujourd'hui, cette zone-là, c'est une zone stratégique sur le plan énergétique puisque c'est le dernier endroit où du gaz terrestre russe est transporté pour arriver vers l'Europe. Puisque aujourd'hui, alors ce qu'il faut savoir, ce que tout le monde ne sait pas, c'est que tous les mois, la Russie paye des millions d'euros à l'Ukraine pour faire transiger son gaz terrestre, par voie terrestre. On entend beaucoup, on arrive à se passer du gaz russe, c'est faux. On reçoit encore aujourd'hui des quantités qui ont bien diminué, mais encore des quantités importantes de gaz russe. Ce gaz russe arrive par deux endroits, la mer via le GNL, le gaz naturel liquéfié, et par ce terminal terrestre qui passe de cette région de Koursk à travers toute l'Ukraine. Si demain, parce que l'un des deux côtés veut saboter, que ce soit ukrainien ou russe, ou tout simplement parce qu'il y a des opérations militaires qui endommagent ce terminal gazier, on arrête complètement la livraison de gaz russe par voie terrestre et ça aura forcément un impact sur l'approvisionnement. Comme je l'ai dit aujourd'hui, 10-15% de notre gaz est en Europe, consommé en Europe et encore d'origine russe. Une bonne partie traverse encore l'Ukraine. Donc clairement ça va avoir un impact. On l'a vu en 2022 quand Nord Stream, aujourd'hui c'est toujours pas clair sur qui a saboté Nord Stream, mais quand Nord Stream a été saboté, qu'on a coupé les livraisons par ce terminal là, on a eu une explosion des prix. Et ça pourrait être la même chose si demain vous avez plus de gaz qui peut passer par ce gazoduc là. Donc il y a une inquiétude, d'autant qu'on est à l'arrivée de l'hiver, qu'on commence à avoir des vagues de froid un petit peu partout en Europe, qu'il y a donc aussi plus de demandes, plus de consommation. Donc ça arriverait vraiment un moment où propice pour faire exploser c'est peut-être un petit peu fort, mais faire augmenter à minima assez fort les prix sur le marché. Donald Trump en arbitre, c'est pas non plus un hasard. Oui. On va en parler juste après des réserves. Effectivement, ça a un impact, ça va venir un peu contrebalancer cette menace.
Mais effectivement, juste avant, hein, Donald Trump, c'est pas un hasard si le conflit s'intensifie hein, depuis l'élection de Donald Trump. On va voir un petit peu après les conséquences encore un peu plus importantes de son élection, mais déjà le fait que ça s'intensifie dans cette zone-là, c'est pas dû au hasard. Aujourd'hui, on est incapable de dire vraiment quelle politique va tenir Donald Trump à l'égard de ce conflit, et donc ça pourrait vraiment être un enjeu principal, la question énergétique sur la fin de ce conflit ou au contraire sa poursuite. Alors, cette question aujourd'hui hein, d'acheminement de gaz russe par voie terrestre, elle est, on va dire, à peu près réglée, puisque le 31 décembre prochain, l'Ukraine a décidé de mettre fin au contrat d'acheminement qui le lie à la Russie. Donc ce gazoduc ne transportera plus au 1er janvier 2025 de gaz russe vers l'Europe. L'Ukraine estime qu'elle peut se passer des millions d'euros qu'elle reçoit de la part de la Russie et que ça mettrait plus en danger la Russie que l'Ukraine d'arrêter ce contrat. Aujourd'hui, l'Ukraine, l'Union Européenne, la France notamment, hein, essayent de négocier avec l'Azerbaïdjan pour faire passer plutôt du gaz azerbaïdjanais par ce gazoduc-là, c'est-à-dire du gaz d'Azerbaïdjan qui traverse la Russie, qui passe par ce gazoduc qui revient vers l'Europe. Hein, c'est surtout un montage financier, mais c'est une réalité. Ça règle pas le problème. Si demain le terminal est endommagé, ça veut dire qu'on ne peut plus l'utiliser et qu'un des plus gros terminaux importateurs de gaz ne pourra plus être utilisé. Donc dans tous les cas, si dégradation il y a, que ce soit du gaz russe ou un autre gaz qui le traverse, ça aura un impact fortement haussier sur les prix de marché de l'énergie. Alors ça c'était pour les, on va dire, deux principales zones de tension géopolitique qui vont plutôt influer à la hausse hein, sur les cours de l'électricité et du gaz. On va voir les éléments qui contrebalancent un petit peu, c'est là où je vais parler des réserves de gaz, de ce qu'on appelle les fondamentaux du marché, c'est-à-dire des choses dont on va parler tous les ans et ce qu'on va observer tous les ans pour regarder comment va évoluer à court, moyen et long terme les marchés de l'énergie. Alors effectivement, la première chose hein, qui est plutôt rassurante, c'est le remplissage de nos stocks. On en a beaucoup parlé dans les médias hein, depuis l'année dernière. Aujourd'hui, vous avez sur l'année 2024 en rouge des stocks qui sont à des niveaux tout à fait intéressants. 2023 était une année record, on n'avait jamais eu autant de stocks, hein, on avait touché les 100% de stockage. Donc pour ceux qui ne le savent pas, hein, le gaz, on n'en consomme pas toujours autant toute l'année, donc au moment, notamment l'été, quand il y a moins de besoin en gaz, on en importe quand même, parce qu'en été, comme il y a moins de consommation, les prix sont plus intéressants, et on va pouvoir les stocker. Il y a plusieurs moyens hein, de stocker du gaz, il y a du stockage souterrain, il y a du stockage dans des anciennes poches fossiles, mais il y a des moyens un peu partout en Europe, dans tous les pays, en France, en Allemagne et ailleurs, de stocker ce gaz. Et donc c'est pour ça que vous voyez hein, pendant les semaines d'été, c'est là où il y a le plus de stockage, il y a moins de besoin, on importe, c'est moins cher et on remplit nos stocks qu'on va ensuite vider l'hiver quand il y a plus de demande. Aujourd'hui hein, sur 2024, les stocks sont plutôt intéressants. Ce qu'on peut noter par contre, c'est que par rapport à 2023 où on a commencé à soutirer, c'est-à-dire à consommer plus que ce qu'on injectait dans nos stocks vraiment vers la toute fin de l'année, tout simplement parce que on a eu un hiver pas vraiment rude et surtout pas de consommation, hein, l'activité économique industrielle était quand même extrêmement compliqué un petit peu partout en Europe. C'est pas du tout réglé, mais c'était encore plus le cas l'année dernière. Donc vous voyez que sur 2024, on a commencé un peu plus tôt à prendre du gaz de nos réserves, ce qui a forcément eu un impact puisque ça effraie toujours un petit peu les acteurs du marché quand on voit que plus tôt que d'habitude on commence à taper dans nos stocks. C'est pour ça aussi que les prix augmentent un petit peu plus tôt. L'année dernière ils n'ont pas augmenté du tout, mais un petit peu plus tôt que d'habitude parce qu'il y a une vague de chaleur une vague de froid qui est arrivé à la fois en Europe mais aussi aux États-Unis, ce qui a fait qu'on a reçu un peu moins de gaz ces dernières semaines. Donc un fondamental qui est plutôt bon, on a du stock, on a nos stocks qui sont remplis à plus de 95%, mais on commence quand même de plus en plus à utiliser ce gaz pour la consommation. Alors je ne vais pas vous dire que l'électricité se stocke, ce serait pas vrai, mais il y a une manière un peu hybride de stocker de l'électricité, c'est de le stocker dans nos réserves hydrauliques, de ne pas faire tourner nos barrages, et quand on a besoin de consommer de l'élec, de faire tourner les turbines pour vider ces bassins. Aujourd'hui le stock hydraulique il est historiquement haut, alors c'est pas forcément une bonne nouvelle, ça vient principalement des intempéries qu'on a eues sur le début de cette année un peu partout en France, mais quand on regarde le stock hydraulique, on voit quand même que on a ces stocks qui sont au plus haut. Ça veut dire que sur les premières pointes de conso électrique, on va d'abord pouvoir faire tourner nos barrages pour produire de l'électricité. Donc ça aussi, c'est plutôt positif. On a de quoi faire et normalement avec ces deux éléments-là, on est presque sûr que cet hiver, même si on a de fortes demandes de conso, s'il fait très froid, on devrait pouvoir avoir suffisamment d'électricité et de gaz.
ça revient. Donc voilà, au niveau de ces fondamentaux là, c'est plutôt intéressant. Je vais pas forcément parler de la température puisque je l'ai dit plusieurs fois déjà, hein, on a quand même une vague de froid qui commence un petit peu à s'installer un peu partout en Europe, donc on aura certainement besoin, hein, de cette électricité et de ce gaz. Les autres fondamentaux aujourd'hui qui sont rassurants, c'est la production nucléaire en France. La production nucléaire en France, hein, en 2024, elle est redevenue intéressante, elle n'est pas du tout optimale, ça c'est clair, mais elle est quand même redevenue intéressante. On voyait déjà, hein, que 2023 on avait une légère reprise, alors que 2023 soit meilleur que 2022, c'est encore une chance puisque 2022 ça a vraiment été une catastrophe industrielle pour EDF. Mais 2023 c'était déjà mieux, 2024 est une bonne année, une très bonne année, même une meilleure année qu'espérée par EDF, hein, qui a relevé ses estimations de production nucléaire. Mais on voit quand même que le mois de septembre, on n'a pas encore les chiffres d'octobre, mais le mois de septembre a été un peu moins bon, hein, on a produit un peu moins, il y a un peu plus de réacteurs qui ont été à l'arrêt. Alors le problème de corrosion normalement est réglé, hein, dont on a beaucoup parlé dans les médias, réglé dans le sens où EDF sait comment le traiter et les arrêts deviennent de plus en plus efficaces. Là ce sont surtout des arrêts pour maintenance, des arrêts pour prolongation de la durée de vie des centrales qui sont en jeu. Donc il y a un petit ralentissement aussi de la production nucléaire qui fait que depuis quelques semaines on a aussi des prix de marché qui remontent. Les autres fondamentaux de l'électricité, c'est la production renouvelable, hein, production ENR. Alors la production solaire, début de l'année 2024 a été une très bonne année sur la production solaire. Non pas parce qu'il y a forcément beaucoup plus d'ensoleillement, simplement parce qu'il y a toujours de plus en plus de capacités installées. On a de plus en plus de renouvelables, hein, de plus en plus de solaire, pardon. C'est surtout là-dessus aujourd'hui qu'on mise. Donc le début d'année a été très bon, hein, on le voit au niveau de la production pour 2024. Ça commence un petit peu à se calmer. Septembre a été un mauvais mois, hein, pour le solaire. A contrario, septembre a été un très bon mois pour la production éolienne. Vous le voyez ici, hein, alors la production éolienne c'est quand même un peu plus compliqué en France que la production solaire en ce moment. Il y a beaucoup de projets qui sont à l'arrêt pour des questions d'acceptation sociale, hein. C'est un peu plus compliqué pour ce secteur-là. Mais si le début d'année, on va dire, a été dans la moyenne, n'a pas été excellent, n'a pas été mauvais non plus. Septembre a été un très bon mois, mais par contre, on sait déjà qu'octobre et que ce début novembre est une très mauvaise période pour l'éolienne. Il y a beaucoup moins de production, tout simplement parce qu'il y a un peu moins de vent en Europe, et que donc cet indicateur-là est un peu plus mauvais en ce moment. Mais encore une fois, globalement, un peu comme les fondamentaux précédents, globalement on est bon, même plutôt meilleur que ce qu'on attendait. On note quand même un ralentissement sur ces derniers mois. Malheureusement, ça arrive au début de l'hiver, là où il y a un peu plus de consommation, à des périodes où mécaniquement de marché commence un petit peu à augmenter. Ça a un impact, notamment les fondamentaux de l'électricité, ça a un impact sur un autre marché. Je vous ai montré avant les prix de l'électricité sur les années futures, 2025, 2026, 2027. Le marché spot, lui, c'est vraiment le marché du prix de l'électricité pour le lendemain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à 13h, je connais le prix de l'électricité pour demain, mais je ne connais pas encore celui pour après-demain. Ce marché-là, c'est vraiment l'image de l'équilibre offre-demande, hein. Combien demain EDF prévoit de produire et combien demain RTE prévoit de consommation. Et c'est l'équilibre plus ou moins bon qui fait les prix. Ce qu'on observe, c'est que sur ce marché, on a un prix qui a été très intéressant sur l'année 2024. S'il y a quelques industriels ici qui sont au spot ou qui ont une partie au spot, ils s'en sont vraiment rendus compte sur leur facture. C'était une très bonne stratégie d'être sur ce marché-là. Ça vous donne beaucoup moins de visibilité, bien évidemment, hein, puisque je vous l'ai dit, c'est le prix de l'électricité pour le lendemain. Mais ça permet quand même d'avoir des prix intéressants. Et ce que vous voyez, hein, c'est que sur ce début du mois de novembre, on a des prix du spot qui sont vraiment remontés, notamment parce que, pour ce que je disais avant, une production éolienne un peu plus faible, voire beaucoup plus faible, une production nucléaire aussi un peu moins bonne que le reste de l'année. Tout de suite, hein, forcément, les marchés réagissent et on a une augmentation des prix. Donc elle est vraiment généralisée, cette augmentation des prix. Pour le moment, ça ne prend pas des proportions aussi importantes que pendant la crise, hein, mais on commence quand même à sentir cette augmentation. Les entreprises qui se posent la question, est-ce qu'on se positionne aujourd'hui ou est-ce qu'on attend encore un petit peu pour son énergie, pour ses contrats 2025, 26, 27, 28. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on demande des offres, on voit que les prix ont plutôt tendance à augmenter, voire même à augmenter un petit peu fort. Ça, c'était donc pour la partie évolution, comment on explique un petit peu la hausse actuelle. Est-ce qu'il faut signer ces contrats maintenant ou attendre encore un petit peu?
Ce qui a aussi un impact, c'est forcément l'élection de Donald Trump, hein, les États-Unis étant un pays fortement consommateur, forcément producteur aussi d'énergie. L'élection de Donald Trump, je ne vais pas dire surprise, hein, parce que c'est pas forcément une surprise, mais a quand même des conséquences sur l'énergie aux États-Unis, mais aussi ici de l'autre côté de l'Atlantique. J'ai essayé de lister pour vous là, les conséquences pour l'énergie aux États-Unis et par ricochet chez nous de cette élection. La première, c'est sur le dollar, on l'a vu, ça s'est un petit peu calmé là, ces derniers jours. Mais très rapidement, depuis l'élection, on a un dollar qui s'est fortement renforcé par rapport à l'euro notamment. L'impact que ça a sur l'énergie, c'est que comme le baril de pétrole est indexé sur le dollar, quand vous avez un dollar fort, ça coûte plus cher pour les autres pays d'en acheter, et donc les autres pays en achètent moins. Et donc ça a eu un impact à la fois sur le dollar directement, mais aussi sur le prix du baril, où on a vu qu'il a assez fortement baissé dans les jours et les semaines qui ont suivi son élection, tout simplement parce que ça devenait plus cher d'acheter du baril pour la même quantité. Ça, c'est la première conséquence. La deuxième, c'est sur la production de pétrole en elle-même. Je pense que je vous apprends rien en disant que Donald Trump va pas arrêter l'extraction ou va pas limiter l'extraction de pétrole du sous-sol américain. Le secteur pétrolier, c'est le premier contributeur de la campagne de Donald Trump, fortement soutenu par les majors pétrolières. Donc lui, ce qu'il veut, c'est extraire le plus possible pour inonder le marché. Son idée, c'est chez lui, en interne, de faire baisser le coût du carburant et de relancer l'économie. Les États-Unis ne sont pas non plus dans une forme olympique au niveau économique. Il y a aussi pas mal de problèmes, même si avec ce qu'on a dit avant, un prix de l'électricité et du gaz beaucoup plus intéressant qu'en Europe, on a beaucoup d'industriels qui commencent à délocaliser là-bas, mais c'est pas pour ça que c'est extraordinaire non plus au niveau de la croissance. Et donc Donald Trump, en extrayant toujours plus, a cette idée de baisser le coût du carburant et d'augmenter le pouvoir d'achat des Américains. Aujourd'hui, c'est déjà le pays qui sort le plus de pétrole du sous-sol, puisque en 2023, les États-Unis ont battu leur record de 2019. On pensait que ça allait jamais être battu, que ça allait être un pic d'extraction, et finalement 2023 l'a battu. Donc les États-Unis aujourd'hui accélèrent déjà, même avant la réélection de Donald Trump. Ce que Donald Trump n'a pas encore forcément en tête, ou en tout cas ce qu'il évite de penser, c'est que les majors pétrolières aujourd'hui ont une logique financière, économique. On a aujourd'hui un prix du baril, on le voit à la pompe, je pense que vous le voyez tous, un prix du baril plutôt bas actuellement, voire même très bas, qui pourrait être encore plus bas dans les prochains mois. Et donc les majors pétrolières ne sont pas forcément pour extraire toujours plus, vendre toujours plus, sachant que le prix n'est pas extrêmement intéressant. Aujourd'hui l'OPEP, qui est l'organisation des pays exportateurs de pétrole, n'arrive plus du tout à piloter le marché. Avant, en baissant ou augmentant leur extraction, leur production, ils arrivaient à peu près à influer le marché. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Le marché est plutôt bas, il n'arrive pas à remonter. Et donc, les grosses compagnies comme Exxon ou Chevron n'ont pas forcément envie de vendre leur pétrole à n'importe quel prix. Donc à voir comment ça va évoluer pendant l'année 2025. Est-ce qu'on va avoir une remontée un peu du prix du baril, et à ce moment-là, ça sera vraiment intéressant d'extraire toujours plus pour les Américains, ou est-ce qu'au contraire, il va y avoir un ralentissement, contrairement à ce que veut Donald Trump, parce que ça ne sera plus intéressant d'acheter, de vendre à des prix aussi bas. Sur le gaz, c'est là où ça aura, je pense, le plus gros impact pour le marché européen. Aujourd'hui, l'idée de Donald Trump, un peu comme sur le pétrole, c'est d'extraire toujours plus de gaz des sous-sols. Alors ils utilisent aux États-Unis la technique du gaz de schiste. Je ne suis pas là pour rentrer dans le débat, est-ce que c'est bien ou c'est pas bien, mais Donald Trump veut toujours continuer à extraire et exporter toujours plus de gaz. Et son idée, c'est vraiment de noyer le marché européen. Contrairement à ce qu'on peut penser, quand on pense à Donald Trump, on pense à America First, il a envie de tout garder pour une consommation intérieure. Là sur le gaz, il a vraiment envie de noyer le marché européen, pour la simple et bonne raison qu'avant la crise, c'était l'Europe qui dominait le marché européen, c'était la Russie qui dominait le marché européen. Donc c'était les Russes qui avaient l'un des monopoles et quand même une puissance assez importante. Aujourd'hui, aujourd'hui les États-Unis ont pris le lead, mais si demain ce lead est encore plus large, que les États-Unis deviennent vraiment l'exportateur le plus important vers l'Europe, ça donnera un pouvoir immense à Donald Trump. Ça veut dire que si demain l'Europe rentre en conflit avec les États-Unis pour des questions de droits de douane, des questions commerciales, il aura juste à fermer un petit peu le robinet, ça fera exploser le prix du gaz en Europe, et l'Europe sera obligée de céder. Donc son idée, c'est vraiment ça, c'est inonder le marché européen
pourquoi pas faire baisser, on va dire à court terme, le prix de marché, puisque plus on va recevoir de gaz, notamment en France, plus les prix vont être bas. Mais c'est parce qu'à moyen ou long terme, il a cette idée derrière la tête, en cas de conflit, d'avoir cette arme-là, encore une arme supplémentaire, pour paralyser l'Europe, ou en tout cas faire exploser les prix. On peut même penser à d'autres choses, si jamais à un bout d'un moment les États-Unis veulent encore qu'il y ait plus de fermeture d'industries et d'exportation des industries allemandes, européennes vers les États-Unis, ils pourraient utiliser cette arme sur le gaz. Donc peut-être qu'à court terme ça aura un impact baissier sur le marché, mais ça ne veut pas dire que c'est une bonne nouvelle. Bien évidemment, Donald Trump est pour la levée du moratoire sur les nouveaux projets de GNL. Donc Joe Biden, là, sur la fin de son mandat, voulait calmer un petit peu les nouveaux terminaux méthaniers parce que il estimait que le gaz, c'est pas non plus une énergie extrêmement verte. Bien évidemment, Donald Trump veut faire sauter toutes ces barrières, toujours pour extraire plus, ce que je disais juste avant. Et puis dernière chose, mais là je vais rien vous apprendre, quand on parle de Donald Trump, on l'associe pas toujours aux énergies renouvelables, bien évidemment. Donc il veut mettre fin à tous les projets d'éoliennes en mer. Il veut mettre fin aujourd'hui aux subventions qu'a mis en place Joe Biden pour accompagner toutes les entreprises et tous les producteurs d'énergie renouvelable. Ça il va y mettre fin, il estime que c'est pas utile, et se repose à nouveau la question, est-ce qu'on sort ou pas des accords de Paris. Aujourd'hui, c'est à nouveau contre-intuitif, mais les majors pétrolières aujourd'hui sont plutôt contre on va dire cette politique du Donald Trump, puisque les majors pétrolières se rendent bien compte que si aujourd'hui on fait rien pour décarboner et essayer d'avoir une énergie un petit peu plus verte, ce seront les premières qui seront montrées du doigt. On le voit déjà avec Total en France, ce qui se passe avec Total. Donc elles ont aussi envie, elles ont besoin aussi de verdir leur production, de verdir leur politique aussi, de verdir leur communication. Et donc les majors pétrolières n'ont pas forcément non plus envie de plus du tout avoir d'aide, puisqu'elles savent que c'est une partie intégrante. Alors c'est pas forcément leur manière de penser, mais elles savent qu'il y a un business à faire en décarbonant un petit peu leurs activités. Et donc elles ont besoin aussi de ces subventions. Donc elles sont pas non plus là à suivre aveuglément ce que fait Donald Trump. Elles ont aussi leur mot à dire. Mais aujourd'hui, alors sous l'administration Biden, mais c'est pas que de son fait, les États-Unis, en tout cas le secteur renouvelable aux États-Unis est devenu le plus performant au monde. Alors bien évidemment aussi parce que il y a le territoire le plus important, le plus de consommation, mais c'est vraiment devenu le premier secteur au monde. On a en tout cas ce secteur-là aujourd'hui a peur qu'avec l'administration Trump, ça soit vraiment un coup d'arrêt, un coup de frein. Et ça aurait un impact non seulement aux États-Unis, mais aussi dans le monde entier si aujourd'hui le renouvelable s'arrête là-bas. Ça c'était pour le côté américain, et je vais finir par aujourd'hui quelque chose qui nous concerne d'un peu plus près. On l'a vu aux États-Unis, il va y avoir des impacts plus ou moins importants, mais aujourd'hui le texte qui est en ce moment discuté en France, le projet de loi finance 2025, comme dit, on en entend pas mal parler dans les médias, pour plusieurs et plein de secteurs qui sont concernés, mais le secteur de l'énergie il est en premier lieu, et le secteur de l'électricité encore plus. Alors je pense qu'ici il y a pas mal qui ont des contrats d'électricité avec une consommation plus ou moins importante. Ce projet de loi finance, il était censé donner plus de visibilité pour les consommateurs sur la partie électricité. Aujourd'hui il entretient le flou le plus total, très clairement, et si vous êtes grand consommateur d'électricité, il y a aujourd'hui des chances que vous ne puissiez pas faire un budget 2025 alors qu'on arrive quand même en fin d'année, tout simplement parce qu'on n'a aucune garantie sur ce qui va se passer l'année prochaine et les prochaines années sur la partie électricité. Il y a trois, on va dire, flous, il y en a plein, mais j'en ai sélectionné trois. Ces flous qui empêchent vraiment les entreprises d'avoir de la visibilité, même ne serait-ce qu'à l'horizon 2025. Le premier, c'est la fin de l'Arenh. Alors ça parle peut-être pas à tout le monde ce qu'est l'Arenh, si vous signez pas des contrats ou si vous n'avez pas des factures d'électricité souvent sous la main. L'Arenh, c'est un dispositif franco-français qui permet aux consommateurs professionnels et aussi un petit peu particuliers de profiter de notre parc nucléaire. La France, c'est l'un des seuls pays qui dépend autant de notre nucléaire. Il faut savoir que le nucléaire, c'est l'une des manières de produire de l'électricité qui est la plus bon marché, la plus intéressante financièrement. Ça coûte assez peu cher de produire un électron via le nucléaire. Et donc l'idée du gouvernement, quand l'Arenh a été mis en place, alors c'est l'Union Européenne qui a poussé, ça a été mis en place en 2012, c'était de faire profiter à toutes les entreprises qui, via la fiscalité, via les impôts, ont aussi participé à la mise en place des centrales nucléaires,
de leur faire profiter de cette électricité nucléaire un petit peu plus bon marché que une électricité produite à partir du gaz, par exemple chez nos voisins européens. Ce mécanisme de l'Arenh, donc il a permis, même pendant la crise, d'être un petit peu un parachute pour les entreprises, de payer et d'avoir une explosion un peu moins importante que chez nos voisins européens de leur facture électrique. Ce mécanisme va prendre fin à la fin de l'année prochaine, au 31/12/2025. Et aujourd'hui, les entreprises n'ont aucune visibilité sur ce qui va se passer ensuite. Alors on a parlé de beaucoup de mécanismes. L'État et EDF se sont arrêtés sur un mécanisme bien particulier. C'est ce mécanisme-là qui est expliqué dans le projet de loi finance 2025. Alors l'idée, c'est pas de rentrer dans le détail, mais en gros, l'idée de l'État, c'est que tout le monde signe au prix de marché et ensuite l'État va essayer un petit peu de limiter les factures. Aujourd'hui, ce mécanisme-là, personne ne voit comment ça peut être mis en place. Aucun industriel, aucune association de consommateurs n'a été concerté. C'est vraiment un accord qui a été pris entre EDF et l'État sans que personne ne soit vraiment au courant. Et c'est un mécanisme, quand on en parle aux entreprises, qui n'est pas compris et où personne ne voit comment il va pouvoir être mis en place. C'est assez dramatique puisque la fin de l'Arenh, comme je l'ai dit, en période de crise surtout, c'est l'un des seuls parachutes qui permet aux entreprises françaises de limiter quand même si chez la majorité il y a eu une explosion des coûts de l'électricité. Mais l'Arenh a quand même permis d'éviter des catastrophes industrielles. Ce nouveau mécanisme-là paraît quand même assez inefficace et assez difficile à mettre en place. Donc même si ce projet de loi finance est voté, puisque dans le projet de loi finance, dans le texte, apparaît ce mécanisme, aujourd'hui, personne n'est capable de voir comment il va fonctionner à partir du 1er janvier 2026. Ça, c'est déjà un problème assez technique, mais c'est quand même un problème, mais c'est pas le problème le plus important. Aujourd'hui, le problème le plus important, et on en a quand même pas mal entendu parler dans les médias, c'est la partie taxation de l'électricité. C'est un problème, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, alors la TICFE, CSPE, ça est non différent, mais la taxe principale sur l'électricité aujourd'hui, pour tout le monde, elle est à 20 € du mégawattheure, 20,5 € du mégawattheure. Pour les particuliers, c'est 21, mais c'est à peu près le même prix pour tout le monde. Demain, dans le projet de loi finance, s'il est voté tel quel, aujourd'hui, on aura plutôt une taxe à 30, 40, voire même 50 € du mégawattheure. Une multiplication par 1,5, 2 ou 2,5, en tout cas une vraie explosion de cette partie taxe pour les entreprises. Dans la logique du gouvernement, on peut dire que c'est plutôt logique, puisqu'aujourd'hui le gouvernement, l'État rentre beaucoup moins de taxes sur les produits fossiles. Les produits fossiles sont les produits qui sont les plus taxés. Comme on en consomme de moins en moins, à la fois avec l'idée de sobriété, mais aussi avec la décarbonation en cours, on consomme moins de fossiles, donc l'État rentre moins de taxes sur le fossile et a besoin de trouver d'autres sources de revenus. Ils ont déjà fait exploser la taxe sur le gaz depuis le 1er janvier 2024. Si vous consommez du gaz, vous l'avez certainement vu. Mais maintenant, ils aimeraient passer à la vitesse supérieure sur l'électricité. On peut se poser la question si ça va avec l'objectif de décarboner, d'électrifier les usages. Aujourd'hui, on a dit à beaucoup d'entreprises, il faut sortir du gaz, il faut mettre en place des process électriques, mettre en place des pompes à chaleur industrielles. À titre particulier, on encourage la voiture électrique et le passage aux pompes à chaleur plutôt que des chaudières fuel, voire des chaudières gaz. Et on envoie un message contradictoire en faisant exploser la taxe. Donc c'est là où on peut se poser la question, est-ce qu'on est vraiment dans la bonne stratégie ? Mais en tout cas, dans le projet de loi finance, apparaît bien cette explosion de la taxe. Dans la version qui a été soumise au vote la semaine dernière à l'Assemblée nationale, un amendement avait totalement abandonné cette augmentation de taxe sur l'électricité. Donc si ça avait été voté la semaine dernière et accepté, il n'y aurait pas eu de hausse de taxe. Malheureusement, ça a été rejeté. Et dans la version qui est actuellement en discussion, enfin qui va plutôt bientôt arriver, puisque là on est, je crois, plutôt sur la discussion du volet sécurité sociale. Mais quand cette partie-là va être discutée, il y aura à nouveau cette prévision d'hausse de taxe. Et pour les entreprises, si vous êtes concernés, je pense que vous voyez l'impact que ça peut avoir sur vos factures d'électricité. Comme dit, le problème, c'est que cette hausse de taxe, elle est quand même prévue pour le 1er février 2025. C'est dans 2 mois, pas plus. Et qu'aujourd'hui, même si le projet de loi finance est voté, il n'y a pas vraiment de chiffres clairs. Et aujourd'hui, je suis incapable de vous dire ce que vous allez payer en taxe électricité à partir du 1er février. Ça, c'est un très très gros problème pour les entreprises quand on en discute avec elles, puisqu'elles sont en pleine budgétisation de l'année prochaine, où elles ont même fini leur budget. Et aujourd'hui, cette partie-là reste en suspens, puisque c'est encore aujourd'hui impossible de déterminer le prix qui sera payé l'année prochaine. Ça, c'était les 2 choses les plus graves. Alors il y en a une troisième, mais ça, c'est un peu moins d'impact, c'est la partie TURP, la partie acheminement. Dans vos factures d'électricité, vous payez 3 choses différentes. Vous payez un peu de taxes, un peu ou beaucoup l'année prochaine.
vous payez un peu de ce qu'on appelle la fourniture, c'est-à-dire vraiment l'électricité qui est achetée sur le marché sur les courbes que je vous donnais avant. Et la troisième partie, c'est la partie acheminement. L'acheminement a déjà augmenté pour les entreprises au 1er novembre, donc vous allez le voir sur la facture de décembre quand elle va arriver, mais elle a augmenté de quelques pourcents, on ne voit pas encore son impact sur les factures. Vraiment, hein, parce que sur un mois ça représente que dizaines ou quelques centaines d'euros sur des gros consommateurs. Mais on parle d'une nouvelle mise à jour à partir du 1er août 2025 qui devrait être beaucoup plus importante puisque c'est une refonte totale du barème. Et ça pareil, aujourd'hui pas de visibilité sur combien, quel montant, quelle augmentation ça va avoir. Tout ce qu'on sait, c'est que pour les particuliers et les TPE qui sont au tarif réglementé, le fameux tarif bleu, ça va augmenter au 1er février 25. On ne sait pas exactement de combien, mais on arrive à peu près à avoir une idée. Mais pour la hausse au 1er août 2025 pour tout le monde, notamment pour les entreprises, là pareil, on n'a pas encore plus d'informations. Donc pour résumer, on est vraiment dans le flou le plus complet sur cette partie électricité. Même si le projet de loi finance est voté en l'état ou avec des amendements, ça ne nous aidera pas forcément. Puisque sur le mécanisme pour la fin de l'Arenh, oui, il y a un mécanisme qui est décrit, mais personne ne voit comment il peut être mis en place. Sur la partie taxation, pareil, aucune visibilité même s'il est voté. Et sur la partie acheminement non plus. Donc clairement, ça répond à pas beaucoup de questions qu'ont les industriels et les entreprises. Et ça pose vraiment problème parce que même si vous avez signé votre contrat, toutes ces parties-là que vous avez, qui ne sont pas négociables avec votre fournisseur, seront susceptibles d'évoluer, même encore au tout début de l'année prochaine, pour une mise en place dès le 1er février. Donc ça c'est embêtant. Ce que je vous ai raconté juste avant aussi, ce qui est tension géopolitique, l'élection de Donald Trump va aussi avoir un impact qu'on n'arrive pas encore forcément à mesurer. On sait que ça va en avoir un. Conflit en Ukraine, conflit au Proche-Orient, c'est déjà une réalité, ça fait monter les marchés. On ne sait pas encore jusqu'à quand et surtout jusqu'où les prix vont monter. Et l'idée c'est vraiment d'essayer aujourd'hui les meilleures stratégies, c'est d'anticiper vos achats, c'est de regarder avec votre fournisseur quel cadre contractuel peut être mis en place pour que vous puissiez déjà anticiper les années 26, 27 voire 28. Vous pouvez parfois aller plus loin même si c'est plus risqué, mais l'idée c'est de mettre en place des cadres contractuels pour vous puissiez rapidement prendre des décisions sur les prochaines années. On a aujourd'hui, on le sait, un prix plutôt intéressant. On descendra, je pense, pas beaucoup plus bas que ce qu'on a connu sur cette année. Et donc l'idée, ce serait de surveiller le marché, d'être au plus près de ces évolutions pour réussir à signer les meilleurs contrats dans les 3, 4, 5, 6 prochaines années. J'irai même un peu plus loin, 10, 15 prochaines, puisque on va dire la prochaine grosse étape pour les marchés de l'énergie, notamment en France, ce sera la construction du nouveau parc nucléaire. On parle de 8 nouvelles centrales, d'études pour 6 supplémentaires, mais les centrales ne sont pas là, elles ne seront pas là avant 2035 voire 2040. Donc le marché qu'on a actuellement devrait être un marché un petit peu plus lisible sur les prochaines années, en tout cas jusqu'aux nouvelles centrales, et l'idée c'est de mettre en place des contrats qui vont vous permettre d'optimiser vos budgets sur les prochaines années. Je vais m'arrêter là. Comme dit, si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à venir me voir tout de suite, ou sinon notre stand est juste à côté. Merci en tout cas pour votre attention et puis j'espère à très bientôt.